Une femme noire aide un millionnaire à réparer sa voiture en panne. Lorsqu'il voit la bague à son doigt, il est immédiatement sous le choc. Personne ne la voyait. Personne ne se souvenait même de son nom. Mais cet après-midi-là, alors que le soleil tapait sans pitié sur le bitume, c'est elle qui est devenue la seule sauveuse d'un homme qui semblait tout avoir. Une voiture de luxe immobilisée sur une route déserte. Un moteur fumant. Un puissant homme d'affaires habitué à avoir le monde à ses pieds, désormais vulnérable, perdu, ne sachant même pas comment demander de l'aide. Thomas Weber frappa le volant de sa Maserati avec frustration tout en regardant sa montre en platine. 11h43. Dans exactement 17 minutes, il devait présenter le projet qui allait définir l'avenir de son entreprise aux investisseurs les plus importants du pays. La sueur imprégnait déjà sa chemise en soie lorsqu'il ouvrit le capot, pour être accueilli par un épais nuage de vapeur qui le fit reculer instinctivement. « Bon sang !» marmonna-t-il en desserrant sa cravate. Son costume italien à 3000 $ n'était pas conçu pour les réparations mécaniques, et ses connaissances en matière de moteur étaient inexistantes. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. L'homme qui contrôlait un empire commercial était complètement impuissant face à un amas de métal et de câbles qu'il ne comprenait pas. Le bruit d'un moteur vieillissant interrompit son désespoir. Une camionnette usée par le temps et le soleil s'arrêta à quelques mètres. Thomas observa avec scepticité une femme descendre du véhicule. Elle portait un jean taché de graisse, une chemise à carreaux dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude, et ses cheveux crépus étaient attachés en un chignon pratique. Sa peau noire brillait sous le soleil impitoyable. « Besoin d'aide » demanda-t-elle en s'approchant d'un pas assuré, avec une confiance qui contrastait avec la situation précaire de Thomas. « J'ai une réunion cruciale dans 15 minutes, répondit-il sans cacher son irritation. Mon assistant devrait être en train d'envoyer des renforts, mais il n'y a pas de réseau dans ce fichu coin. La femme ne sembla pas impressionnée par son statut apparent, ni par sa mauvaise humeur. Sans demander la permission, elle se pencha sur le moteur fumant, comme si le fait de posséder un véhicule qui coûtait plus cher qu'une maison n'avait aucune importance. C'est le système de refroidissement, diagnostica-t-elle avec une assurance impressionnante. Je peux le réparer temporairement pour que vous puissiez rejoindre la ville. Ça ne tiendra pas longtemps, mais ça vous donnera quelques heures. Thomas l'évalua d'un regard sceptique, la scrutant de la tête aux pieds avec une analyse peu subtile. « Vous êtes sûr ? » « Je suis mécanicienne, » répondit-elle sèchement, soutenant son regard sans se laisser intimider. « J'ai un garage à 10 km d'ici. » Sans attendre d'approbation, elle retourna à la camionnette pour chercher des outils. Ses mouvements étaient précis, économiques, sans un seul geste inutile. Elle se mit à travailler sur le moteur avec une concentration absolue. Ses mains, petites mais fortes, bougeaient avec une précision chirurgicale. Encore 5 minutes et le moteur aurait complètement fondu, commenta-t-elle sans lever les yeux, ajustant quelque chose que Thomas ne pouvait même pas identifier. Ces modèles sont puissants, mais étonnamment délicats, comme certaines personnes. La remarque ne passa pas inaperçue, mais Thomas était trop préoccupé par sa réunion pour se sentir offensé. Comment en savez-vous autant sur les voitures de luxe en travaillant dans ? Thomas s'interrompit brusquement, conscient du préjugé que contenait sa question inachevée. Dans un village perdu ? Compléta-t-elle en lui jetant un regard direct par-dessus son épaule. Je lis. J'étudie. Je me soucie de mon travail. L'excellence n'est pas l'apanage des grandes villes, monsieur Weber. Thomas fut surpris d'entendre son nom de famille. Comment savez-vous qui je suis ? Votre photo apparaît souvent dans les journaux économiques, répondit-elle simplement en fermant le capot. Voilà. Ça devrait tenir jusqu'à la ville. Je vous suis redevable, dit Thomas, soulagé. Il sortit plusieurs billets de son portefeuille en cuir. S'il vous plaît, acceptez-les en guise de remerciement. C'est alors qu'elle tendit la main pour recevoir l'argent que Thomas vit. Une bague en argent ancien avec un petit saphir bleu, étonnamment délicate pour quelqu'un qui avait des mains aussi durcies par le travail. Une bague qu'il connaissait parfaitement. Le monde sembla se figer à cet instant. Un flash de mémoire traversa son esprit. Une petite fille aux grands yeux expressifs, une promesse échangée sous un arbre feuillu, le dernier cadeau de sa mère avant de mourir. « Où avez-vous trouvé cette bague ?» demanda-t-il d'une voix plus tremblante qu'il ne voulait l'admettre. La question resta suspendue dans l'air brûlant de midi. La femme ferma instinctivement le poing, protégeant partiellement le bijou. « C'était à ma mère, » répondit-elle naturellement, bien que son regard soit devenu méfiant. Pourquoi cette question ? Ce que la mécanicienne ne pouvait imaginer, c'est que 20 ans plus tôt, cette même bague avait été glissée dans ses petites mains d'enfant par un garçon qui lui avait promis de revenir la chercher. Un garçon qui allait devenir l'homme qui se tenait devant elle, un homme qui avait rompu une promesse sacrée et qui la retrouvait maintenant de la manière la plus improbable qui soit.
Si cette histoire de promesses oubliées et de retrouvailles inattendues vous a touché, n'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir comment une simple bague va devenir le catalyseur d'une révolution dans la vie de ces deux étrangers que le destin s'obstine à réunir. Maya durcit le regard lorsqu'elle remarqua que Thomas fixait la bague. Elle rangea l'argent dans sa poche et lui tourna le dos, marchant d'un pas décidé vers son pick-up. Si la voiture a un problème, le garage est à 10 km, première entrée après le panneau Aurora City. Thomas hésita, partagé entre sa réunion cruciale et cette découverte troublante. Cette bague, commença-t-il, mais elle avait déjà démarré le moteur. Votre réunion, monsieur Weber, lui rappela Maya froidement. Les investisseurs vous attendent. Alors que la Maserati disparaissait sur la route, Maya resta immobile. Il ne m'a pas reconnu, murmura-t-elle en caressant la bague du pouce, un geste automatique qu'elle avait pris depuis 20 ans. Après tout, il ne m'a tout simplement pas vu. Au garage Esperanza Mechanica, Maya travaillait furieusement sur un moteur démonté, canalisant sa frustration dans chaque mouvement. « Tu vas détruire ce carburateur », remarqua Xavier, son oncle, qui s'approchait prudemment. Grand et aux tempes grisonnantes, il était le seul à connaître toute son histoire. Il est venu, oncle X, avec sa voiture en panne, comme une cruelle ironie du sort. Xavier se figea. Thomas Weber, le garçon qui avait promis de revenir. L'homme qui a oublié, corrigea Maya en s'essuyant les mains sur un chiffon. Il m'a regardé et n'a vu qu'une mécanicienne anonyme. Il a reconnu la bague, mais pas la petite fille qu'il avait gardée pendant 2 décennies. Ce soir-là, Maya ouvrit une boîte en bois rangée sous son lit. À l'intérieur, soigneusement classée, se trouvaient des coupures de journaux retraçant l'ascension de Thomas Weber. Son visage apparaissait dans des articles sur l'innovation, la philanthropie d'entreprise et ses récentes fiançailles avec Elise Harrington, héritière d'une fortune dans l'industrie de la mode. Demain, il ne se souviendra même plus de la bague, murmura-t-elle dans la chambre vide. Maya avait tort. Le lendemain matin, une berline discrète s'arrêta devant l'entrée de l'atelier. Thomas en sortit, cette fois sans son costume coûteux, comme s'il essayait de passer inaperçu. « Nous sommes ouverts », dit Maya en gardant ses distances. « En fait, je suis venu vous rendre ça », répondit-il en tendant la main. Au centre de sa paume se trouvait une petite broche en bois sculpté, un oiseau aux ailes déployées. Le monde de Maya s'arrêta. Cette broche était sa première sculpture, qu'elle avait offerte à Thomas en guise d'adieu. « Orphelinat cœur ouvert. Section Orion », dit-il doucement. « Tu étais la fille qui m'a appris à sculpter le bois quand tous les autres garçons se moquaient de moi. » « Tu avais promis de revenir, » dit Maya, les mots lui échappant involontairement. « J'ai essayé, » répondit Thomas, quelque chose de sombre traversant son visage. « Pendant des années. Mais mon père, il avait d'autres plans. » Xavier émergea de son bureau, s'essuyant les mains sur un chiffon, ses yeux évaluant Thomas avec une méfiance grandissante. « Le jeune prince est donc de retour, » commenta-t-il d'une voix grave. 20 ans plus tard. Thomas soutint son regard. « Je comprends votre méfiance. Mais je suis venu vous demander une chance de m'expliquer. Xavier m'a sauvé quand j'ai quitté l'orphelinat, expliqua Maya. Il m'a appris tout ce que je sais, m'a donné un foyer quand personne d'autre ne l'a fait. C'est quelque chose que j'avais promis de faire, reconnut Thomas avec une tristesse visible. Pourquoi maintenant ? Demanda Maya d'un ton provocateur. Après tout ce temps, Thomas prit une profonde inspiration. Dans 3 semaines, j'annoncerai officiellement mes fiançailles avec une femme que je n'aime pas. Je prendrai la présidence d'une entreprise que je déteste secrètement et j'achèverai ma transformation en l'homme que mon père a toujours exigé que je sois. Il marqua une pause significative. Et puis je t'ai vu, ou plutôt, j'ai vu la bague, et quelque chose s'est réveillé en moi. Le téléphone de Thomas sonna avec insistance. Sur l'écran, Élise, 6e appel. Elle semble tenace, remarqua Maya avec amertume. Ma geôlière, répondit-il en raccrochant. Notre mariage est une fusion d'entreprises déguisée en romance. Et qu'attendez-vous de moi ? Demanda Maya en croisant les bras. L'absolution pour vous avoir abandonné ? Des réponses, dit-il simplement. Et peut-être une chance de corriger la plus grande erreur de ma vie. Ce que Thomas ne révéla pas, c'était l'enquête qu'il avait lancée la veille au soir. Une recherche approfondie sur Maya Oliveira, son passé à l'orphelinat et la mystérieuse disparition de documents liés à la propriété qui avait autrefois appartenu à sa famille. Ce que Maya cachait, c'était le dossier dissimulé au fond de son atelier. Des papiers jaunis portant le logo de la société Weber, signés par le père de Thomas, détaillant l'acquisition frauduleuse des terres de la famille Oliveira. Les mêmes terres sur lesquelles s'élevait désormais le nouveau complexe immobilier qui serait l'héritage de Thomas. Alors qu'ils se regardaient, aucun d'eux ne se rendait compte que leur destin était lié.
bien au-delà de leurs souvenirs d'enfance, par une conspiration qui avait détruit une famille pour bâtir un empire. Et dans 3 semaines, alors que Thomas devait sceller son avenir, Maya allait enfin révéler la vérité qui pourrait détruire tout ce que la famille Weber avait construit sur l'injustice et le mensonge. 3 jours se sont écoulés depuis leurs retrouvailles inattendues. Thomas a annulé ses réunions et délégué ses responsabilités, se plongeant obsessionnellement dans de vieux dossiers. Quelque chose ne collait pas dans l'histoire de son père au sujet des terres, qui faisaient désormais partie du nouveau complexe commercial Weber. Dans le manoir familial, il fouillait le bureau de son père lorsqu'il trouva un dossier verrouillé portant le nom « Projet Aurora », le même nom que la ville où vivait Maya. À l'aide de la clé qu'il avait secrètement copiée des années auparavant, Thomas l'ouvrit et sentit son sang se glacer. Des contrats, des poursuites judiciaires et un document particulièrement troublant, un faux certificat de décès de la mère de Maya. Il a simulé sa mort, murmura-t-il, incrédule, pour obtenir les terres. Au même moment, dans l'atelier de Xavier, Maya prenait sa propre décision. Elle avait gardé la vérité trop longtemps. « Je vais le confronter », déclara-t-elle en montrant à Xavier le dossier caché. Les documents sont authentifiés. La signature de son père figure sur chacun d'entre eux. « C'est dangereux », l'avertit Xavier. « Les Weber ont détruit ta famille une fois. Ils peuvent faire pire maintenant. » Maya caressa sa bague en saphir. « Je n'ai plus rien à perdre. » Ce soir-là, Thomas conduisait sa berline vers l'atelier lorsqu'il reçut un message de Maya. « Place centrale. Dans 20 minutes. Viens seul. » La place d'Aurora City était déserte lorsque Thomas arriva. Maya attendait, assise sur un banc sous un arbre feuillu, étrangement similaire à celui de l'orphelinat où ils s'étaient rencontrés. « Pendant 20 ans, je me suis demandé pourquoi ma mère m'avait abandonné, » commença Maya sans préambule. « Pourquoi j'avais tout perdu d'un seul coup. »« Maya, j'ai découvert quelque chose de terrible, » l'interrompit Thomas, les yeux reflétant une horreur sincère. « Mon père. Ton père a simulé la mort de ma mère, » compléta-t-elle en lui tendant des papiers jaunis. « Puis il a menacé de la tuer si elle essayait de me récupérer. Tout ça pour s'emparer de nos terres, qui possèdent la plus grande réserve d'eau potable de la région. » Thomas pâlit en examinant les documents. La signature était indubitable. C'était la même qu'il avait vue quelques minutes plus tôt dans sa propre découverte. « Comment as-tu obtenu ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Ma mère les a laissés à Xavier avant de disparaître. Il a attendu que je sois en âge de comprendre. » Maya sortit une vieille photo. « C'est ma mère, Amelia Oliveira. Elle ne m'a pas abandonné, elle a été contrainte de disparaître. » La photo montrait une femme au visage doux, portant la même bague en saphir. En arrière-plan s'étendait une vallée verdoyante, aujourd'hui transformée en béton et en acier, avec le logo Weber. « Demain, je vais tout rendre public, » annonça Maya, lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau complexe. Thomas la regarda, stupéfait. Il y aura des centaines de journalistes, d'investisseurs, de politiciens. Exactement, confirma Maya. Le moment idéal pour révéler que l'empire Weber a été bâti sur la fraude, l'extorsion et des vies détruites. Le téléphone de Thomas sonna avec insistance. Son père, pour la 5e fois consécutive. Il ignora l'appel. « Il y a plus, » continua Maya. « J'ai des raisons de croire que ma mère est encore en vie. » Cette révélation frappa Thomas comme un coup de tonnerre. Comment? Où? Sa dernière communication remonte à 8 ans. Une lettre anonyme, mais c'était son écriture. Maya hésita. Elle provenait d'une clinique psychiatrique à Nova Esperanza. Thomas prit une profonde inspiration et prit une décision qui allait tout changer. « N'attends pas demain, » dit-il, ses yeux rencontrant les siens avec une nouvelle détermination. « Partons maintenant. » Où ça? À l'inauguration. Mon père a avancé l'événement à ce soir, craignant des fuites sur le projet. Personne n'est au courant, à part le cercle restreint. Dans la limousine qui les conduisait au complexe, Thomas expliqua son plan. « J'ai un accès total au système de sécurité et à la scène. Je peux te placer au bon moment pour le confronter publiquement. » Ce que Thomas ne dit pas, c'est qu'il avait également découvert l'emplacement exact de la mère de Maya, non pas dans une clinique, mais dans une propriété privée des Weber, détenue en garantie du silence d'Ernesto. L'événement était somptueux. L'élite des milieux d'affaires et politiques admirait l'imposant complexe érigé sur ce qui avait autrefois été la maison de la famille Oliveira. Ernesto Weber, impeccable dans son costume, souriait aux caméras, son autorité incontestable. « Thomas, enfin !» s'écria-t-il en voyant son fils. Son regard se durcit lorsqu'il remarqua Maya à ses côtés. « Que fait-elle ici ?»« Une invitée spéciale, père, » répondit froidement Thomas.
Quelqu'un qui connaît l'histoire fascinante de ce terrain. Ernesto pâlit. Dans mon bureau. Tout de suite. Dans son bureau luxueux donnant sur la vallée dévastée, le patriarche des Weber regarda Maya avec mépris. « Combien » demanda-t-il sèchement. « Quel est ton prix pour disparaître comme ta mère aurait dû le faire ?»« Ma mère » répondit Maya, la voix ferme malgré les émotions qui tourbillonnaient dans sa poitrine. « Je veux savoir où elle est. » Ernesto rit, un son sans humour. « Après toutes ces années, elle ne se souvient probablement même plus de toi. Elle est donc en vie, » conclut Thomas, enregistrant discrètement la conversation sur son téléphone portable. « Vous l'avez gardée prisonnière pendant 20 ans. »« Prisonnière. » Ernesto rejeta ce mot avec dédain. « Je lui ai donné une vie de luxe en échange d'un bout de terre inutile. C'était un accord. »« Un accord conclu sous la menace n'est pas un accord, » intervint une nouvelle voix. À la porte se tenait Xavier, accompagné d'une femme plus âgée dont les yeux, identiques à ceux de Maya, débordaient de décennies de douleurs contenues. « Maman » murmura Maya, la voix brisée. Amelia Oliveira s'avança lentement, les yeux fixés sur la fille qu'elle n'avait pas vue depuis son enfance. « Maya » dit-elle simplement, la voix étranglée. Derrière eux, dans le couloir, Élise observait la scène avec un intérêt clinique, son téléphone portable enregistrant chaque mot échangé. La réunion entre la mère et la fille était sur le point de révéler non seulement la fraude à l'origine de l'Empire Weber, mais aussi comment l'ambition démesurée avait détruit des vies et séparé des familles. Une vérité que tout l'argent du monde ne pourrait plus cacher. Et tandis qu'Ernesto Weber voyait son empire de mensonges s'effondrer sous ses yeux, une vérité encore plus dévastatrice restait cachée. Thomas n'était pas son fils biologique, mais un orphelin adopté pour remplacer le bébé que sa femme avait perdu, un dernier rebondissement qui, une fois révélé, achèverait le cycle de justice initié par une mécanicienne déterminée avec une bague en saphir au doigt. La pièce d'Ernesto Weber vibrait de tension, tandis que la mère et la fille se regardaient pour la première fois depuis 20 ans. Le patriarche des Weber, toujours si contrôlé, semblait avoir complètement perdu la maîtrise de la situation. « Impossible » murmura-t-il en reculant de quelques pas. « Tu étais sous surveillance constante. »« Ton argent achète le silence, Ernesto, mais pas la loyauté véritable, » répondit Amelia, la voix renforcée par des décennies de douleurs contenues. « Certains gardes ont une famille, ils ont un cœur. » Maya, tremblante, s'approcha lentement de sa mère. 20 ans d'abandon forcé, 20 ans de questions sans réponse. Lorsqu'elles s'étreignirent, les mots manquaient, seules les larmes parlaient plus fort que n'importe quel discours. Thomas observait la scène, un tourbillon d'émotions traversant son visage. « Pourquoi, père » demanda-t-il finalement. « Pourquoi détruire une famille pour un bout de terre ?»« Cette terre n'a jamais été un simple bout de terre, » répondit Ernesto, retrouvant une partie de son sang-froid. « C'est la plus grande réserve d'eau potable de la région. Elle vaut des milliards, c'est l'avenir de cette entreprise. Et cela justifie de détruire des vies ?» demanda Thomas, la voix chargée de mépris. « Comment peux-tu te justifier cela ?» Une lueur dangereuse traversa le regard d'Ernesto. « De la même manière que j'ai justifié d'adopter un orphelin pour remplacer le fils que j'ai perdu. » Le silence qui suivit fut absolu. Thomas vacilla comme s'il avait reçu un coup physique. « Quoi » murmura-t-il, le sang quittant son visage. « Tu penses que c'est une coïncidence si tu as passé 6 mois dans cet orphelinat ?» Ernesto rit amèrement. « Ta mère est morte en couche avec notre vrai fils. Tu n'étais qu'un remplacement pratique, un bébé sans antécédents médicaux problématiques, sans famille pour s'en mêler. » La révélation frappa Thomas comme une avalanche. Toute sa vie, toute son identité, avait été construite sur un mensonge. Il n'était pas un Weber de sang, c'était un orphelin dont les dossiers avaient été falsifiés, tout comme Maya. « Il ment » dit Élise en entrant enfin dans la pièce. Elle tenait dans ses mains un vieux dossier. « Cela explique pourquoi j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans notre fusion d'entreprises. »« Qu'avez-vous fait » demanda Ernesto, pâlissant à la vue du dossier. « Une enquête approfondie avant un mariage d'affaires, » répondit-elle froidement. « Y compris votre historique complet d'adoption frauduleuse. Vous n'avez pas seulement adopté Thomas, il y en avait d'autres. » Xavier s'approcha de Thomas et posa une main ferme sur son épaule. « Cela signifie que Maya et toi. Vous n'êtes pas seulement des amis d'enfance, » ajouta Élise. « Vous êtes demi-frère et demi-sœur. Même mère, document falsifié pour cacher votre lien. » Maya et Thomas se regardèrent, la vérité se reflétant dans leurs yeux identiques, même teinte, même forme. Comment personne ne l'avait remarqué auparavant? C'est pour ça que la bague avait tant d'importance pour vous deux, murmura Amelia. Elle appartenait à notre famille. Je l'ai donnée à Thomas avant qu'Ernesto ne le kidnappe,
en lui faisant croire que c'était un héritage de la mère qu'il n'avait jamais connue. À ce moment-là, des sirènes de police retentirent au loin, se rapprochant rapidement. « C'est fini maintenant », annonça Thomas, sa voix empreinte d'une nouvelle détermination. Tous les mensonges, toutes les manipulations. La semaine suivante, les journaux faisaient leurs gros titres sur le scandale. Ernesto Weber, magnate respecté, arrêté pour fraude, enlèvement et falsification de documents. L'empire Weber, bâti sur des crimes et la séparation de familles, s'effondrait tandis que les enquêtes révélaient des décennies de corruption. Thomas, découvrant sa véritable identité en tant que fils d'Amélia Oliveira, renonça au nom Weber et reprit son vrai nom de famille. Les terres furent légalement restituées à la famille Oliveira, et le projet d'entreprise transformé en réserve environnementale avec un centre communautaire bénéficiant à des centaines de familles locales. 6 mois plus tard, dans le petit atelier Esperanza Mecanica, désormais agrandi et modernisé, Maya réglait le moteur d'une voiture tandis que Thomas passait en revue les documents de la Fondation Oliveira pour les enfants abandonnés, récemment créée. « C'est encore étrange ?» demanda-t-elle en essuyant la graisse sur ses mains. « De découvrir que toute votre vie a été construite sur un mensonge. » Thomas sourit, un sourire sincère qu'il avait rarement affiché dans sa vie antérieure. Étrange, oui, mais aussi libérateur. Il toucha la petite broche en forme d'oiseau qu'il portait désormais en pendentif. Nous avons perdu 20 ans, mais nous avons retrouvé notre vérité. Notre famille. Amélia entra dans l'atelier avec de la limonade. Ses yeux, auparavant marqués par la tristesse, brillaient désormais de la paix de ceux qui ont enfin trouvé justice. La bague, dit-elle en remarquant que Maya la portait toujours. Elle nous a toujours reliés, même quand nous ne le savions pas. Parfois, les mensonges les plus élaborés sont défaits par les liens les plus simples. Une bague transmise de mère à fils, puis à une sœur qui ne savait même pas de son existence. Et parfois, les empires bâtis sur l'injustice s'effondrent non pas sous le poids de la culpabilité, mais sous la force inébranlable de la vérité qui ressurgit quand on s'y attend le moins. Si cette histoire sur les liens familiaux enfouis sous des décennies de mensonges vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui montrent comment la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a le pouvoir de guérir des blessures qui semblaient permanentes et de reconnecter des vies qui avaient été séparées par la cupidité et le pouvoir.